Bonjour à tous. Je suis Svetlana Ulyanova, professeure d'histoire à l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg. Et pour ce projet excellent Aéro Masterclass, j'ai une présentation consacrée aux premiers enthousiastes pour l'aviation en Russie au début du XXe siècle. Alors, c'était une époque quand des technologies modernes changeaient fondamentalement la réalité sociale. L'électricité, les voitures, l'aviation se transformaient successivement d'un miracle en technologie quotidienne. Ma présentation est consacrée au mécanisme de réception de l'aviation par la société russe, à la perception de l'aviation en tant que sport extrême, divertissement, attraction spectaculaire et par la suite une arme et un transport. Dans de nombreux pays d'Europe, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des clubs et des sociétés aéronautiques nationales apparaissent. En 1905, la Fédération aéronautique internationale a été fondée. En 1908, l'aéroclub impérial russe a été créé à Saint-Pétersbourg afin de promouvoir le développement des aéronautiques en Russie sous toutes ses formes et applications. L'annonce de l'ouverture du club a particulièrement souligné que la Russie devrait rattraper l'Allemagne et la France dans le domaine des aéronautiques. Le comte Stenbock-Fermor, riche, grand propriétaire foncier, homme du monde, est devenu le président du club. L'adhésion au club est devenue populaire dans le milieu aristocratique de Saint-Pétersbourg, Moscou et Kiev. On peut noter plusieurs raisons pour cela. Premièrement, l'aviation était perçue comme un sport extrême, tout comme l'automobilisme ou steeplechase. Stenbock-Fermor a écrit dans la revue Aéronautes, je cite, « Piloter pour plaisir nous semble encore une entreprise extraordinaire, presque une tentative de suicide. C'est une sorte d'amusement pour des gens riches qui n'ont rien à faire. » Deuxièmement, l'aviation était perçue comme un sport coûteux. L'État a alloué très peu de fonds au développement des aéronautiques et ceci restait le domaine des initiatives privées. En outre, cet engouement était d'origine européenne. De nombreux enthousiastes pour l'aviation, pour la première fois, ont observé des vols à Paris ou à Nice. En 1908, les frères Wright ont vendu leur brevet à la France pour 300 000 $ et celle-ci est devenue ainsi le centre de développement de l'aviation. Le 25 juillet 1909, le Français Blériot, dans un avion de sa conception, a effectué son célèbre vol à travers la Manche. La même année, des premiers vols de démonstration des pilotes français, Léganier et Guyot, ont eu lieu en Russie. Et le premier biplan russe a été construit par le prince Koudachev, professeur à l'Institut polytechnique de Kiev en 1910. Avant cela, des pilotes russes n'ont utilisé que des appareils étrangers. À propos, en 1914, Koudachev est devenu le professeur à l'École polytechnique de Paris. Enfin, l'aviation était une attraction moderne, technique, et la société urbaine russe était passionnée par toutes sortes de techniques. L'aviation est devenue un sujet d'intérêt particulier pour la famille impériale. À vrai dire, l'empereur Nicolas II était d'une part un anticapitaliste et était dévoué à l'ancien russe. La société du XVIIe siècle était idéale pour lui. Mais d'autre part, c'était un amateur de diverses nouveautés techniques, comme photographie, automobilisme, etc. En 1910, Nicolas II a participé à la semaine d'aviation organisée par l'aéroclub impérial russe de 25 avril à 2 mai. Il s'agissait d'un événement commercial comprenant une série de vols de démonstration, des compétitions de pilotes russes et étrangers, des présentations de divers modèles d'avions. Chacun pouvait même faire une promenade en avion. Ce divertissement a connu une popularité sans précédent. La plus grande attraction, c'était des compétitions de 6 pilotes, un russe, un belge, un suisse, un allemand et 2 français, y compris une femme. Tous les participants ont reçu de très gros prix, de 4 à 10 000 roubles. Un détail curieux, le pilote russe Popov, qui avait participé à la semaine, à propos, sa carrière aéronautique a débuté en France. Alors, Popov a établi un record d'altitude de 500 mètres, mais il a cassé son appareil et a failli mourir.
Heureusement, ces fins aristocrates, comme baron Fredericks, prince Dolgorouki, prince Kochubey, prince Orlov et les autres, ont ramassé tout de suite plus de 1300 roubles pour lui acheter un nouvel avion. La semaine de l'aviation s'est terminée avec un grand succès. Selon l'expression d'un journaliste, l'idée de l'aviation a été introduite dans l'esprit des gens. Très vite, la perception de l'aviation en tant que sport, divertissement, attraction spectaculaire s'est transformée en une politique d'État visant à créer une industrie aéronautique nationale puissante et à utiliser des avions comme une arme. Le vrai enthousiaste pour l'aviation est devenu le grand-duc Alexandre. Il a soutenu activement la création de l'industrie aéronautique russe. Au début du XXe siècle, 3 usines d'avions privées fonctionnaient à Saint-Pétersbourg. Première compagnie aéronautique russe, cette usine produisait des hydravions. Usine aéronautique russe Balt, sa production principale était à Riga, également un centre aéronautique important de l'Empire russe, et usine d'avions de la Société des aéronautiques Lebedev. En 1913, l'usine de construction d'avions Anatra était construite à Odessa. Grâce aux commandes militaires, cette usine est rapidement devenue la plus grande entreprise de l'industrie en Russie et elle produisait plus de 100 appareils par mois. Russebalt est bien connu pour le fait que Igor Sikorsky, célèbre constructeur, y travaillait. Son avion Ilya Muromets, c'est un héros légendaire des chansons épiques russes. Alors, Ilya Muromets a été l'appareil le plus puissant qui avait une envergure de plus de 30 mètres, 4 moteurs et pouvait transporter 16 personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, la Russie était le seul pays qui produisait des avions lourds et multimoteurs. Saint-Pétersbourg était un grand centre industriel produisant de différents produits aéronautiques sur une base industrielle. Au début, il n'y avait pas de formation spéciale des aviateurs. L'apprentissage n'avait aucun système. Dans une publicité de la première usine aéronautique russe, il a été écrit qu'elle construisait des avions avec une garantie de vol et d'apprentissage. Le premier programme de formation des aviateurs a été ouvert à l'Institut polytechnique de Saint-Pétersbourg. En mai 1909, professeur Rynin a écrit une lettre à Konstantin Baklevski, doyen de la faculté de construction navale, dans laquelle il a proposé d'organiser l'enseignement d'un cours d'aéronautique dans le département de construction navale. Comme il a écrit, je cite, « L'appareil aéronautique, c'est exactement le navire et les méthodes de leur étude sont similaires. » Le 27 mai 1909, le conseil de l'Institut a approuvé le plan d'enseignement. Le 10 juin, Baklevski a adressé une lettre au Premier ministre Petr Stolypin. Il a attiré son attention au retard de la Russie par rapport aux pays occidentaux dans ce domaine. Ce problème pourrait être résolu grâce au cours de profil approprié à l'Institut polytechnique, où il y avait des laboratoires bien équipés et l'abondance de jeunes apprenants. La réponse de Stolypin a été positive. Il a écrit « Maintenant, l'organisation des aéronautiques est décevante, car il n'y a pas d'études scientifiques solides de ce sujet. Dans cette condition, l'aviation nationale est vouée à être remorquée par des aéronautes d'Europe occidentale ou d'autre part à subir un certain nombre d'échecs techniques absorbant parfois des centaines de milliers de roubles de manière improductive. » Le cours des aéronautiques développé à l'Institut d'une durée de 18 mois devrait comprendre 4 sections: aéromécanique, aérologie, mécanisme d'aéronef et l'aéronautique proprement dite en 3 sous-sections: aéronautique générale, calcul d'aéronef et conception d'aéronef. Le 15 décembre 1909, une réunion du Conseil des ministres consacrée au développement des aéronautiques a eu lieu. Le Conseil des ministres a pris une décision de créer des cours des aéronautiques à l'Institut polytechnique. Il a également élaboré un décret sur des mesures pour le développement des aéronautiques en Russie. Le 5 février 1910, le plan des cours à l'Institut polytechnique a été approuvé par l'empereur Nicolas II. En 1912, lors de l'exposition internationale des aéronautiques de l'automobilisme à Moscou,
l'Institut a remporté la médaille d'or pour une excellente organisation d'enseignement et de recherche aérodynamique. Le département militaire a également pris des mesures pour développer l'aéronautique et l'aviation. Des premiers pilotes russes, Matseyevich, Zelensky, Komarov et les autres, ont appris en France. En mai 1910, sur la base du parc d'entraînement aéronautique, une école d'aviation d'officiers a été créée. Dans l'intérêt du ministère militaire, en octobre 1913, l'Institut polytechnique de Saint-Pétersbourg a établi des cours théoriques d'officiers de l'aviation de 4 mois. Des officiers de la marine ont été aussi envoyés à ces cours pour former des pilotes pour l'aviation navale. Plusieurs d'eux ont pris part à la Première Guerre mondiale. Pour conclure, on peut dire que le développement de l'aviation en Russie a fait un progrès énorme et très vite. En quelques années, l'aviation est passée la voie d'un sport extrême à un armement moderne. Quels facteurs ont contribué à cela? Premièrement, c'était l'analyse d'expériences d'autres pays, notamment la France. La plupart des avions russes ont été fabriqués sous licence française. Je veux souligner que la France était non seulement le pays dirigeant aux aéronautiques, mais aussi l'allié militaire de la Russie. Deuxièmement, il y avait un effet cumulatif d'intérêt scientifique des professeurs et étudiants, sportifs et loisirs des aristocrates, commerciaux des entrepreneurs et militaires des officiers. Au cours des décennies suivantes, l'aviation est devenue un sujet de préoccupation et de fierté particulière pour les Russes. Et les pilotes sont devenus des héros dans la société soviétique. Mais c'est une autre histoire. Et pour aujourd'hui, merci pour votre attention. Au revoir.